Une semaine avant Noël, j'ai entendu ma propre famille comploter pour vider mes comptes bancaires, tout en planifiant de m'exclure de la fête que je devais payer. J'ai joué l'idiote. Le soir du réveillon? Pas de dinde au marron. Pas de foie gras. Pas de cadeau. Juste une humiliation publique dévastatrice devant toute la haute société de Cassis. Pendant qu'il s'effondrait, je postais une photo depuis ma villa secrète à 2 millions d'euros, face à la mer, une coupe de champagne à la main. Ma mère? Elle m'a laissé 110 appels en absence. Voici comment j'ai transformé leur cupidité en ma libération. Avant de plonger dans cette histoire de trahison et de justice glaciale, j'aimerais savoir qui m'écoute ce soir. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure est-il chez vous? J'adore imaginer que nous sommes connectés à travers le monde. Abonnez-vous maintenant pour ne rien rater de la suite, car ce que je vais vous raconter dépasse l'entendement. Je m'appelle Axel. J'ai 36 ans, et aux yeux du monde, je suis une réussite. Je suis actuaire. C'est un métier que peu de gens comprennent vraiment. Pour faire simple, je suis une experte en gestion des risques. Je passe mes journées à analyser des probabilités, à calculer des espérances de vie, des risques de catastrophes naturelles, des fluctuations boursières pour de grandes compagnies d'assurance. Je vois l'avenir à travers des chiffres. Je suis payé, très cher, pour voir ce que les autres ne voient pas, le danger imminent caché derrière une apparente tranquillité. C'est une ironie cruelle, n'est-ce pas? Moi, la femme qui peut prédire l'effondrement d'un fonds de pension à 10 ans près, je n'ai pas vu venir le naufrage de ma propre vie personnelle. Je vivais dans un petit appartement loué à Marseille, un endroit fonctionnel, sans âme, que je gardais délibérément modeste. Pourquoi? Parce que j'avais appris très tôt que tout signe de richesse attirait les requins. Et les requins, dans ma vie, ce n'étaient pas des inconnus. Ils portaient les noms de Régis, mon père, Béatrice, ma mère, et Clarisse, ma sœur aînée. Ma famille vit à Cassis, à seulement 30 minutes de route. Cassis, c'est ce petit port de pêche devenu le joyau de la Côte d'Azur, avec ses falaises calcaires, ses vignobles et ses villas qui coûtent une fortune. Mes parents habitent une de ces villas. Une façade ocre, des volets bleu lavande, une vue imprenable sur le cap Canaille. De l'extérieur, c'est le rêve provençal. De l'intérieur, c'est un gouffre financier maintenu à flot par une seule chose, mon carnet de chèques. Pendant des années, j'ai cru que c'était normal. J'ai cru que c'était ça, l'amour filial. Payer les dettes de jeu de mon père, financer les caprices de décoration de ma mère, et surtout, soutenir Clarisse. Clarisse, ma sœur de 39 ans, l'ancienne reine de beauté du lycée, celle qui a tout misé sur son apparence et qui, après un divorce désastreux, est revenue vivre au crochet de nos parents, et donc, à mes crochets. Il y a 5 ans, j'ai failli me marier. C'était la seule fois où j'ai cru pouvoir échapper à leur emprise. Mais une semaine avant la cérémonie, mon fiancé m'a quitté. Clarisse lui avait, accidentellement, révélé des détails intimes et faussés sur mon passé, lors d'un dîner où elle avait trop bu. J'ai sombré dans une dépression noire. C'est là que mes parents m'ont recueilli. Ils m'ont dit, tu vois bien, Axel, il n'y a que la famille qui reste. Les hommes partent, nous, on est là. J'ai cru à cette dette morale. J'ai cru que je leur devais ma survie. Alors j'ai payé. J'ai payé pour prouver que j'étais digne de leur amour, pour compenser ma personnalité, trop sérieuse, trop rigide, comme disait souvent ma mère. Je suis devenu le guichet automatique de la famille, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Jusqu'à ce fameux 18 décembre. Ce jour où le vent froid du Mistral a enfin dissipé le brouillard dans ma tête. Ce jour-là, je ne le savais pas encore, mais je marchais vers ma propre exécution. Ou plutôt, vers ma résurrection. Mais qu'est-ce qui peut pousser une fille dévouée à devenir le pire cauchemar de ses parents? La réponse se trouvait derrière une porte entr'ouverte, au sous-sol de la maison familiale. Le 18 décembre était une journée glaciale. Le ciel de Provence, d'habitude si bleu, était voilé par des nuages gris acier, et le Mistral soufflait en rafales violentes, faisant trembler les cyprès. J'avais terminé un gros dossier plus tôt que prévu et j'avais décidé de faire une surprise à mon père. J'avais réussi à me procurer, grâce à un client, une caisse de 6 bouteilles de Château Margaux,
un grand cru classé qu'il adorait mais qu'il n'avait plus les moyens de s'offrir depuis longtemps. Je suis arrivé à la villa de Cassis vers 16 heures. Je n'ai pas sonné à la grande porte d'entrée en chêne massif. Avec le vent qui hurlait, personne ne m'aurait entendu de toute façon. J'avais toujours mon double des clés. Je suis passé par l'entrée de service, celle qui donne directement accès au garage et à la cave à vin, située au sous-sol. Je voulais déposer la caisse de vin directement dans la cave pour lui faire la surprise le soir même. En entrant, l'odeur familière de la maison m'a saisi, un mélange de cire pour meubles anciens et de ce parfum poudré, entêtant, que ma mère vaporisait partout pour masquer l'odeur d'humidité. J'ai descendu les quelques marches vers la cave. La lumière était allumée. J'ai entendu le bruit caractéristique d'un bouchon de liège qu'on fait sauter, suivi du cliquetis des verres en cristal. Je me suis figé. Mon père et ma sœur étaient là. Ah! Ça, c'est du nectar. C'était la voix de Régis, mon père. Une voix grasse, satisfaite. Dommage qu'on doive attendre Noël pour en ouvrir d'autres. T'inquiète pas, papa, a répondu Clarisse avec ce petit rire aigu qui m'a toujours donné la chair de poule. Avec ce que la mère Axel va nous verser, tu pourras t'en acheter des caisses entières. Mon cœur a raté un battement. Je me suis collé contre le mur froid du couloir, retenant mon souffle. Je savais que je ne devais pas écouter, que rien de bon ne sort jamais des conversations surprises, mais mes pieds refusaient de bouger. Tu crois qu'elle va gober l'histoire de la toiture? A demandé mon père. 15 000 €, c'est pas rien, même pour elle. Mais oui, elle est tellement désespérée, a ricané Clarisse. Regarde-la. Elle a 36 ans, pas de mari, pas d'enfant, une vie d'un ennui mortel avec ses chiffres. Elle paierait n'importe quoi juste pour qu'on lui dise qu'elle est une fille formidable. C'est pathétique, vraiment. J'ai senti une boule de feu monter dans ma gorge. Pathétique. C'est ainsi que ma propre sœur me voyait. Puis, la voix de ma mère, Béatrice, s'est jointe à eux. Elle devait être juste à l'entrée de la cave. Clarisse a raison, Régis. Axel est une bonne patte. On lui dira que c'est pour la sécurité de la maison, elle ne vérifiera pas. Elle ne vérifie jamais. Par contre, pour le plan de table du réveillon, il faut être ferme. On la met où? A demandé Clarisse. Pas à la table principale, j'espère? Jean-Marc vient. C'est un gros investisseur immobilier, je ne veux pas qu'il voie Axel avec ses tailleurs gris et sa mine déconfite. Elle fait tache, maman. Elle fait vraiment tache dans ce décor. Ne t'en fais pas, ma chérie, a répondu ma mère d'un ton apaisant, le même ton qu'elle utilisait pour me demander de l'argent. J'ai prévu le coup. On installera une petite table près de l'office, vers la cuisine. On dira qu'on avait besoin d'elle pour superviser le service parce que le traiteur est débordé. Comme ça, elle sera utile sans être visible. Parfait, a tranché mon père. Allez, resserre-moi un verre. À la santé de notre banquière muette. Le bruit des verres qui s'entrechoquent a résonné comme un coup de fusil dans ma tête. J'étais là, debout dans l'ombre, serrant la caisse de vin contre ma poitrine jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Les larmes me montaient aux yeux, non pas de tristesse, mais de rage. Une rage pure, froide, liquide. Ils ne parlaient pas d'une étrangère. Ils parlaient de leur fille. De leur sœur. De celle qui avait payé la rénovation de cette cave où ils buvaient. De celle qui avait payé la voiture garée juste derrière moi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait irruption dans la pièce pour faire un scandale. L'Axel d'avant l'aurait fait, en pleurant, en demandant pourquoi il ne l'aimait pas. Mais l'Axel qui se tenait dans ce couloir venait de mourir. Celle qui a pris sa place était l'actuaire. Celle qui calcule. Celle qui tranche. J'ai reculé doucement, centimètre par centimètre. J'ai posé la caisse de Château Margaux par terre, près de la sortie. Puis, j'ai sorti une seule bouteille de la caisse, je l'ai débouchée, et je l'ai vidée entièrement dans l'évier en pierre du garage. Le liquide rouge sombre a disparu dans les canalisations comme du sang. Un symbole. Je suis remonté dans ma voiture. Mes mains tremblaient tellement qu'il m'a fallu 3 essais pour mettre le contact. Mais quand le moteur a enfin rugi, je savais une chose, la guerre était déclarée. Et il n'avait aucune idée de l'adversaire qu'il venait de réveiller.
Je suis rentré à Marseille dans un état second. Je ne me souviens même pas du trajet sur l'autoroute A50. Tout ce que je voyais, c'était les visages de mes parents, déformés par le mépris, et le sourire satisfait de Clarisse. La banquière muette. C'était donc ça, mon rôle. Pas une fille, pas une sœur. Une fonction. Un outil. Arrivé chez moi, je n'ai pas allumé la lumière. Je me suis assise dans le noir pendant 1 heure, face à la baie vitrée qui donnait sur les toits de la ville. Puis, l'instinct professionnel a pris le dessus. Quand un dossier présente des anomalies, qu'est-ce que je fais? Je lance un audit. Un audit complet, impitoyable. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai connecté mes disques durs de sauvegarde. J'ai commencé à remonter le temps. J'ai ouvert mes relevés bancaires, année après année, mois après mois. J'ai créé un fichier Excel que j'ai intitulé, non sans une certaine ironie, le prix de l'amour. Ligne après ligne, j'ai entré les montants. Juin 2018, mariage de Clarisse, le 2e. Robe, traiteur, location du domaine. 25 000 €. Payé par mois. C'est ta sœur, Axel, elle n'a pas ta chance, m'avait dit ma mère. Septembre 2019, prêt, pour que papa change de voiture parce que la sienne faisait un bruit bizarre. 30 000 €. Jamais remboursé. Mars 2020, confinement. J'ai payé toutes leurs courses, livrées à domicile, les meilleurs produits, pendant que moi je mangeais des pâtes pour économiser. 4 500 €. Juillet 2021, vacances, en famille, en Corse. J'ai payé la villa. Ils m'ont logé dans la chambre sans fenêtre au rez-de-chaussée parce que, j'aime le calme. 8 000 €. Soins dentaires de maman. Frais d'avocat pour le divorce de Clarisse. Rénovation de la terrasse. Changement du système de chauffage. Je tapais frénétiquement. Les chiffres défilaient, s'additionnaient. À 2 heures du matin, j'ai tiré le total. Le curseur clignotait au bas de la colonne. 214 560 €. En 10 ans, j'avais versé plus de 200 000 € à ma famille. Le prix d'un appartement. Le prix d'une liberté. Et qu'avais-je reçu en retour? J'ai ouvert Facebook. J'ai scanné le profil de Clarisse. J'ai regardé les albums photos de ces événements que j'avais financés. Le mariage? Une centaine de photos. J'apparaissais sur 2 d'entre elles. Sur l'une, j'étais de dos. Sur l'autre, j'étais coupé à moitié par le cadre, flou, au second plan, pendant que Clarisse rayonnait au centre. La légende disait « Merci à mes parents chéris pour ce mariage de rêve. Nous sommes une famille en or. » Pas un mot sur moi. Pas un merci. J'ai ressenti une douleur physique, comme un coup de poignard dans le ventre. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était du vol émotionnel. Ils avaient pris mes ressources, mon temps, mon énergie, et ils m'avaient effacé de l'histoire. J'étais le producteur exécutif de leur film, mais je n'avais même pas le droit d'apparaître au générique. Je me suis souvenu de ce jour, il y a 5 ans, lors du mariage raté. Je portais une robe que j'avais achetée avec amour. 1 heure avant la cérémonie, Clarisse avait renversé, par maladresse, un verre de vin rouge dessus. J'avais dû porter une vieille robe de ma mère, trop grande, démodée. J'avais l'air ridicule. Aujourd'hui, en regardant ces chiffres, je me demandais, était-ce vraiment un accident? Ou était-ce déjà, à l'époque, une façon de me remettre à ma place? La place de la fille moche, de la fille utile mais pas décorative. Je me suis arrêté un instant. Je veux vous poser une question, à vous qui m'écoutez. Imaginez que vous découvrez ce fichier Excel sur votre propre ordinateur. Imaginez que vous réalisez que votre famille vous a coûté 200 000 € et qu'ils vous méprisent en retour. Que auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous crié? Auriez-vous pleuré? Ou auriez-vous fait comme moi, préparé la plus froide des vengeances? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai besoin de savoir si je suis la seule à avoir ressenti cette envie de tout brûler. Mais le pire restait à venir. Car en creusant dans mes relevés bancaires pour cet audit, j'ai trouvé une anomalie. Une transaction que je ne reconnaissais pas. Un prélèvement automatique mensuel de 450 € vers une banque locale de Cassis, intitulé
assurance préconso. Je n'avais aucun préconsommation. Je payais tout comptant. Mon sang s'est glacé. J'ai cliqué sur le détail. Le prélèvement avait commencé il y a 3 ans. J'avais été si occupée, si confiante, que je ne l'avais pas remarqué au milieu de mes flux financiers importants. Ce n'était plus de l'ingratitude. C'était autre chose. Quelque chose de criminel. Le lendemain matin, le 20 décembre, mon téléphone a vibré. C'était ma mère. Je me suis préparé un café noir, très fort, avant de lire le message. Je savais ce qui m'attendait. Ma chérie, j'espère que tu vas bien. On a une catastrophe à la maison. La toiture de l'aile ouest fuit, l'eau coule dans le salon. Le couvreur dit qu'il faut intervenir d'urgence avant Noël sinon tout le plafond va s'effondrer. Il demande 15 000 € pour les matériaux et la main-d'œuvre express. On est coincé. Tu peux nous aider? C'est pour sauver la maison de ton enfance. Bisous, maman. La toiture. Dans la cave, ils avaient parlé de la toiture comme couverture pour payer le traiteur. Le mensonge était si fluide, si naturel. Elle y avait même ajouté l'urgence émotionnelle, la maison de ton enfance. J'ai regardé mon téléphone avec un calme qui m'a surprise moi-même. D'habitude, j'aurais paniqué. J'aurais viré l'argent dans la minute. Mais là, je voyais les ficelles. Je voyais les marionnettistes. J'ai tapé ma réponse, pesant chaque mot. Oh non, quelle horreur! Pauvre maison. Ne t'inquiète pas maman, je vais m'en occuper. Je dois juste débloquer des fonds sur un compte épargne, ça prendra 24 heures. Dites au couvreur de commencer, je garantis le paiement. C'était le premier mensonge. Et il avait un goût délicieux. La réponse a été immédiate, tu es un ange. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. On t'aime fort. On t'aime fort. 3 mots qui valaient 15 000 €. 5 000 € le mot. C'était cher payé. 1 heure plus tard, une notification est apparue sur ma boîte mail professionnelle. C'était un transfert de mail de Clarisse. L'objet, FWD, liste finale invité réveillon, validé. Dans le corps du mail, Clarisse avait écrit « Oups, je me suis trompée de destinataire, je voulais l'envoyer à papa, mais tiens, puisque tu l'as, tu verras qui vient. » J'ai ouvert la pièce jointe. C'était un fichier PDF magnifiquement mis en page, avec des dorures et une police calligraphiée. Le grand réveillon des Bennett, liste des invités VIP. J'ai parcouru les noms. Le maire de Cassis. Le notaire. Le propriétaire du domaine viticole voisin. Des influenceurs locaux amis de Clarisse. Le nouveau petit ami riche de Clarisse, Jean-Marc. 50 personnes. La crème de la crème. J'ai cherché mon nom dans la liste alphabétique. Albin. Amélie. Arnaud. Pas d'Axel. J'ai recommencé. Peut-être qu'il m'avait oublié? C'était impossible. Je payais pour cette fête. Et puis, je l'ai vu. Tout en bas de la dernière page, dans une petite section encadrée en gris, intitulée « Staff et logistique ». Il y avait chef traiteur, serveur X3, plongeur, Axel, supervision cuisine et vestiaire. J'ai dû relire 3 fois. Vestiaire. Il voulait que je prenne les manteaux des invités. Il voulait que je surveille si les canapés sortaient assez vite du four. Il m'avait relégué au rang de domestique dans ma propre famille. J'ai imaginé la scène. Moi, en tailleur sombre, prenant le manteau de fourrure de la femme du maire, pendant que Clarisse, en robe à paillettes, rirait un verre de champagne à la main. Oh, c'est juste ma sœur, elle adore rendre service. J'ai fermé l'ordinateur doucement. Très doucement. Si j'avais eu des doutes, si une petite voix en moi me disait encore « mais c'est ta famille », cette liste venait de l'étrangler. Il voulait que je sois le staff? Très bien. Je allais leur offrir un service qu'ils n'oublieraient jamais. Mais avant cela, je devais tirer au clair cette histoire de prélèvement de 450 €. Car si l'humiliation sociale est une blessure, le vol d'identité est un crime. Et je ne suis pas du genre à laisser un crime impuni. J'ai pris ma voiture et j'ai foncé vers l'agence bancaire locale de Cassis,
celle où mes parents avaient leur compte depuis toujours. Je connaissais le directeur, Monsieur Vallet, un homme rondouillard et jovial qui avait toujours été mielleux avec mon père. Je suis entré dans son bureau sans rendez-vous, mon relevé bancaire à la main. « Axel. Quelle bonne surprise, a-t-il dit en se levant, un peu gêné. On ne vous voit jamais. Bonjour Monsieur Vallet. J'ai une question sur ce prélèvement. Il est lié à un prêt à la consommation souscrit dans votre agence il y a 3 ans. Je n'ai aucun souvenir d'avoir signé ça. » Le visage de Monsieur Vallet a changé de couleur. Il est passé du rose au gris pâle. C'est le prêt pour la voiture de collection. La Jaguar E-Type. Votre père m'a apporté le dossier. Il a dit que c'était un cadeau commun, un investissement familial, mais que vous le mettiez à votre nom pour des raisons fiscales, vu vos revenus. Une Jaguar. Mon père avait acheté une Jaguar de collection avec un prêt à mon nom. Je veux voir le dossier. Maintenant. Il a hésité, bafouillé, mais face à mon regard d'actuaire, ce regard qui fait trembler les PDG quand je leur annonce une perte imminente, il a obtempéré. Il a sorti un dossier cartonné bleu. À l'intérieur, il y avait le contrat de prêt. 60 000 €. Et au bas de la page, il y avait une signature. Axel Bennett. C'était une bonne imitation. Les boucles du A et du L étaient soignées. Mais ce n'était pas la mienne. La pression du stylo était trop forte, le trait un peu tremblant. C'était la main de quelqu'un qui s'appliquait trop. La main de mon père. J'ai feuilleté le reste. Il y avait une photocopie de mon passeport. Mon ancien passeport, celui que je pensais avoir perdu lors d'un déménagement 3 ans plus tôt. Il l'avait volé. Il l'avait gardé. Et il l'avait utilisé pour commettre un délit. Monsieur Vallet, ai-je dit d'une voix blanche. Ceci est un faux. Je n'ai jamais signé ce document. Je n'ai jamais vu cette voiture. Mais... Axel? Votre père? C'est Monsieur Régis. Il m'a assuré que... Écoutez, on peut s'arranger. Ne faisons pas de vagues. Ne faisons pas de vagues. La devise de cette petite ville bourgeoise. On cache la poussière sous le tapis, même si la poussière est radioactive. Je veux une copie certifiée conforme de tout ce dossier. Tout de suite. Je suis sorti de la banque avec les preuves sous le bras. J'avais envie de vomir. Ce n'était plus seulement une histoire de famille dysfonctionnelle. C'était du pénal. Faux et usage de faux. Usurpation d'identité. Escroquerie bancaire. En France, c'est passible de prison ferme et de lourdes amendes. Mais le plus effrayant, c'était la conséquence pour moi. En tant qu'actuaire, je dois avoir un casier judiciaire vierge et une situation financière irréprochable. Si ce prêt avait fait défaut, si mon père avait arrêté de payer, ce qu'il ferait inévitablement un jour, j'aurais été fiché à la Banque de France. Interdit bancaire. FICP. Ma carrière aurait été brisée net. Ils ne m'avaient pas seulement volé de l'argent. Ils avaient mis en gage mon avenir professionnel pour acheter un jouet de luxe. Je me suis arrêté sur le port de Cassis, regardant les bateaux de plaisance. J'avais les preuves. Je pouvais aller à la gendarmerie, là, maintenant. Je pouvais les faire arrêter avant le dîner. Mais c'était trop rapide. Trop miséricordieux. Ils voulaient une fête? Ils voulaient paraître riches et puissants? J'allais leur donner une leçon qu'aucune prison ne pourrait égaler. J'allais détruire la seule chose qui comptait vraiment pour eux, leur image. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la seule personne en qui j'avais encore confiance. Celle qu'ils avaient, eux aussi, oubliée et reléguée dans un coin sombre. Allô? Mémé Odette? C'est Axel. Prépare ta valise. Je viens te chercher. On va faire la fête. Mémé Odette vivait dans une résidence médicalisée de luxe sur les hauteurs de la Ciotat. Mes parents adoraient dire à leurs amis, « Nous avons placé maman dans le meilleur établissement, rien n'est trop beau pour elle. » Ce qu'ils oubliaient de préciser, c'est que c'était moi qui signais les chèques de 4 000 € par mois pour l'hébergement. Eux, ils passaient la voir 2 fois par an, à Noël et Pâques, pour lui apporter une boîte de chocolat bon marché et vérifier si elle n'était pas trop fatiguée, code pour « Quand est-ce qu'elle meurt pour qu'on touche l'héritage ?» Quand je suis arrivé dans sa chambre, elle m'attendait,
assise dans son fauteuil, droite comme un i, ses cheveux blancs impeccablement coiffés. À 88 ans, Odette avait toute sa tête et un regard bleu perçant qui vous scannait l'âme. « Tu as une tête à avoir déterré un cadavre, ma petite, m'a-t-elle dit en guise de bonjour. Pire que ça, mémé. J'ai déterré un faux prêt. » Je lui ai tout raconté. La conversation dans la cave. L'audit. La liste des invités. La Jaguar. Elle n'a pas paru surprise. Elle a soupiré, un long soupir triste. Ton père a toujours été un faible qui se prend pour un roi, et ta mère une vipère qui se prend pour une colombe. Et Clarisse, c'est le pire des deux. Elle a ouvert le tiroir de sa table de nuit et en a sorti une petite clé ancienne en fer forgé. Il est temps, Axel. Je voulais attendre ma mort, mais je crois que tu en as besoin maintenant. C'est quoi? C'est la clé de la villa, les Agaves, à Bandol. Je l'ai regardé, incrédule. Mais... Papa a vendu la maison de vacances de Bandol il y a 20 ans pour payer ses dettes. Il a vendu sa part. Il ne savait pas que j'avais racheté le domaine voisin via une SCI, Société Civile Immobilière, dont tu es la gérante unique depuis tes 18 ans. Je n'ai rien dit. J'ai laissé les papiers chez mon notaire. Je savais qu'il te dépouillerait s'il savait que tu avais du patrimoine. Cette maison est à toi, Axel. Elle vaut aujourd'hui plus de 2 millions d'euros. Et tes parents ne peuvent pas y toucher. C'est blindé juridiquement. J'ai serré la clé dans ma main. J'avais une maison. Une vraie maison, face à la mer, cachée des prédateurs. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que tu étais trop gentille, ma fille. Tu leur aurais donné les clés. Tu aurais dit, venez, vivons tous ensemble. Il fallait que tu voies leur vrai visage pour accepter de te protéger. Elle avait raison. L'Axel d'hier aurait partagé. L'Axel d'aujourd'hui serrait cette clé comme une arme. Alors, quel est ton plan? A demandé Mémé avec un sourire complice. Ils organisent un réveillon royal à Cassis avec mon argent. Je vais organiser mon propre réveillon à Bandol, le même soir. Et je veux que tu sois mon invité d'honneur. Et qui d'autre? Les vrais gens. Pas les maires, pas les notaires. Les gens qui m'ont aidé quand j'étais au fond du trou. J'ai passé les heures suivantes à passer des coups de fil. J'ai appelé Madame Rossi, ma vieille prof de maths qui m'avait encouragée à devenir actuaire quand mes parents voulaient que je fasse hôtesse de l'air, parce que c'était plus féminin. J'ai appelé Solène, mon amie d'enfance que mes parents avaient bannie parce qu'elle était fille de femme de ménage. J'ai appelé Karim, le boulanger du coin, à qui j'avais fait sa comptabilité gratuitement pour sauver son commerce pendant le Covid. J'ai appelé 40 personnes. 40 personnes qui ont répondu, pour toi, Axel? On arrive. On apporte quoi? Rien, ai-je répondu. Venez juste avec votre cœur. Je m'occupe de tout. Et je m'occupais vraiment de tout. J'avais 15 000 € à dépenser. Les 15 000 € que ma mère croyait recevoir pour sa toiture. Le soir même, je suis allée à la villa de Bandol. Elle était magnifique, perchée sur les rochers, entourée de pins parasols. J'ai ouvert les volets. L'odeur de la mer et de la résine de pin a envahi le salon. C'était l'odeur de la liberté. Pendant ce temps, à Cassis, mes parents se pavoanaient, persuadés que l'argent allait tomber du ciel. Ils ne savaient pas que le ciel était vide, et que la tempête arrivait. Le 23 décembre, la tension était à son comble. D'un côté, le clan Bennett à Cassis. Je voyais leurs stories Instagram. Clarisse postait des vidéos d'elle en train de tester des mises en place de table avec de la vaisselle louée hors de prix. Dernier préparatif pour le réveillon du siècle. #RoyalLife, #CassisVib. Ma mère postait des photos des fleurs, des centaines de roses blanches importées. Ils dépensaient sans compter, fort de ma promesse de virement. De l'autre côté, moi, à Bandol. J'avais engagé un chef local, un passionné qui travaillait avec les pêcheurs du coin. Au menu, loup de mer en croûte de sel, plateau de fruits de mer géants, et une farandole de desserts provençaux. Pas de chichi, juste de l'excellence. Mais il restait un détail à régler. Un détail cruel. Mes parents avaient engagé, Traiteur du Sud, le prestataire le plus cher de la région. Je les connaissais bien,
c'était un client de mon cabinet d'audit. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le gérant, Monsieur Lacroix. Bonjour Monsieur Lacroix, c'est Axel Bennett. Ah, Madame Bennett. Ravi de vous entendre. Tout est prêt pour demain soir chez vos parents. Le menu, prestige, pour 50 personnes, le foie gras poêlé, les homards bleus. C'est magnifique. Je n'en doute pas, dites-moi, Monsieur Lacroix, avez-vous reçu la compte? Il y a eu un silence gêné au bout du fil. Eh bien, pas encore. Votre mère m'a assuré que vous alliez faire le virement de la totalité, soit 15 000 €, ce matin même. Comme je vous connais et que je sais que vous êtes sérieuse, j'ai lancé les commandes. Les homards sont déjà viviers. Mon cœur s'est serré une fraction de seconde. Ce type était un professionnel honnête. Il ne méritait pas ça. Mais c'était un dommage collatéral nécessaire. Monsieur Lacroix, écoutez-moi attentivement. Je ne ferai aucun virement. Pardon? Je ne paie pas pour cet événement. Mes parents vous ont menti. Ils n'ont pas les fonds. Si vous livrez demain soir, vous ne serez jamais payé. Je vous conseille d'annuler la prestation maintenant. Vous pouvez peut-être revendre les homards à d'autres clients de dernière minute. Mais, Madame Bennett, c'est Noël. C'est une catastrophe. Votre mère m'a juré sur sa tête, ma mère vous jurerait que la terre est plate si ça lui permettait d'avoir une réduction, Monsieur Lacroix. Je vous protège, là. Ne livrez rien. Exigez un paiement immédiat ou annulé. Merci de m'avoir prévenu. Je vais les appeler tout de suite pour exiger une carte bleue. J'ai raccroché. Je savais exactement ce qui allait se passer. Mes parents n'avaient pas de carte bleue avec un tel plafond. Leurs cartes étaient toutes débitées au maximum. Ils allaient paniquer. Ils allaient m'appeler. Et ça n'a pas raté. 5 minutes plus tard, mon téléphone s'est mis à vibrer. Maman. Je n'ai pas répondu. Papa. Je n'ai pas répondu. Clarisse. Je n'ai pas répondu. J'ai imaginé la scène à Cassis. Les cris. La panique. Pourquoi elle ne répond pas? Le traiteur veut être payé maintenant. Trouve une autre carte. Ils devaient être en train de transpirer dans leurs vêtements de marque. J'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger ». Je suis allé dans la cuisine de la villa, où mon chef préparait la marinade pour demain. Ça sentait le thym, l'ail et l'huile d'olive. Une odeur de vérité. J'ai versé 2 verres de vin blanc, un pour moi, un pour le chef. À demain soir, ai-je dit. Ça va être mémorable. Mais je ne savais pas encore à quel point la soirée allait être explosive. Car le désespoir rend les gens dangereux, et mes parents, acculés, étaient capables de tout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place du personnage principal. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le matin du 24 décembre s'est levé avec un soleil radieux, ce genre de lumière d'hiver tranchante qui sublime la Méditerranée. À Bandol, la mer scintillait comme un tapis de diamants. À Cassis, l'ambiance devait être beaucoup plus sombre. J'ai réactivé mon téléphone à 10 h du matin. 47 appels manqués. 32 messages WhatsApp. J'ai lu les messages de ma mère en diagonale. L'évolution du ton était fascinante, une étude de cas psychologique. 16 h, hier, ma chérie, le traiteur s'inquiète, tu as fait le virement? 17 h 30, Axel, réponds-moi. Il menace d'annuler. 19 h, tu nous mets dans une merde noire. Appelle-moi tout de suite. 21 h, papa est furieux. Si tu ne paies pas ce matin à la première heure, ne t'avise même pas de venir. 8 h, ce matin, pitié Axel. Les invités arrivent ce soir. On ne peut pas annuler. Fais-le pour la famille. Je t'en supplie. Et enfin, un message de Clarisse, t'es qu'une salope jalouse. Tu veux gâcher ma soirée parce que personne ne veut de toi. Paix et crève. J'ai souri. Paix et crève. C'était le résumé parfait de notre relation. J'ai envoyé une seule réponse, dans le groupe familial commun. Désolé, je suis très occupée.
Je supervise le vestiaire. Ah non, pardon, je n'y suis pas invité. Débrouillez-vous avec vos mensonges. Joyeux Noël. Puis j'ai bloqué leur numéro. Temporairement. Juste pour la soirée. Je ne voulais pas que leurs ondes négatives polluent mon air. J'ai passé la journée à décorer la villa avec mémé Odette. Pas de dorures excessives, pas de « m'as-tu vu ?» Du bois flotté, des bougies blanches, des branches de sapin frais, des oranges séchées. C'était simple, chaleureux, authentique. Mes invités ont commencé à arriver vers 19h. Solène est arrivée avec ses enfants. Elle a pleuré en me voyant. « Tu es libre, Axel. » Enfin. Madame Rossi m'a apporté un livre ancien. Le boulanger a apporté une pompe à l'huile, le dessert traditionnel provençal, géante. À 20h, nous étions 40. La villa résonnait de rire, de vraie musique jazz jouée par un trio que j'avais engagé. Il y avait de la chaleur humaine. Personne ne regardait si sa voisine portait du Chanel ou du Zara. Personne ne se demandait « qu'est-ce que je peux tirer de cette personne ?» Pendant ce temps, à 20 km de là, l'enfer se déchaînait. Je n'étais pas à Cassis, mais je sais exactement ce qui s'y est passé. Ma tante Martine, la sœur de ma mère, la seule de ce côté de la famille qui a gardé les pieds sur terre et qui déteste le snobisme de sa sœur, était invitée. Elle m'a envoyé des textos en direct, cachés dans les toilettes ou sur la terrasse. Voici la chronologie de l'apocalypse. 19h30, les invités arrivent. Le maire, le notaire, les investisseurs. Tout le monde est sur son 31. Robe longue, smoking. Ma mère accueille les gens avec un sourire crispé qui ressemble à un rictus. Il n'y a pas de serveur. C'est Clarisse et mon père qui servent du champagne tiède, ils ont dû acheter des bouteilles bas de gamme au supermarché du coin à la dernière minute. 20h15, toujours pas d'amuse-bouche. Les gens commencent à avoir faim. Le « traiteur du Sud » n'est pas venu. Évidemment. Ma mère tente de faire diversion. Oh, un petit souci technique en cuisine, le chef est un perfectionniste. Martine m'écrit, ta mère transpire tellement que son fond de teint coule. C'est du Picasso. 20h45, le nouveau mec de Clarisse, Jean-Marc, demande quand on passe à table. Clarisse, au bord de l'hystérie, file en cuisine. On l'entend hurler au téléphone. Elle essaie de commander des pizzas. Le soir du 24 décembre. À Cassis. Aucune pizzeria ne livre. 21h, le coup de grâce. Le traiteur, Monsieur Lacroix, débarque. Non pas pour livrer, mais pour récupérer ses présentoirs qu'il avait déposés la veille. Il entre par la cuisine, mais la porte battante reste ouverte. Tout le salon entend. Je récupère mon matériel. Pas de paiement, pas de homard. Votre fille a été très claire ce matin. Un silence de mort tombe sur la villa. Le maire se racle la gorge. Pardon ? Il n'y a pas de dîner ? Mon père, rouge pivoine, essaie de bafouiller, un malentendu bancaire, les transferts internationaux. Mais Monsieur Lacroix, vexé d'avoir perdu sa marchandise, ne lâche rien, il n'y a pas de malentendu. Votre fille a dit que vous étiez fauché et que vous essayiez de m'arnaquer. 21h15, l'exode. C'est la débandade. Les invités, furieux et affamés, récupèrent leurs manteaux. Jean-Marc, le petit ami riche, regarde Clarisse avec un dégoût non dissimulé. Tu m'avais vendu du rêve, Clarisse. En fait, vous êtes des clochards déguisés. Il part sans se retourner. Clarisse s'effondre en pleurs sur le canapé en velours. Ma mère essaie de retenir le maire par la manche, qui la repousse poliment mais fermement. 21h30, la maison est vide. Il ne reste que mes parents, Clarisse, et les restes de leur dignité éparpillés sur le sol en marbre. Martine m'envoie un dernier message, c'est fini. Ils sont anéantis. Le spectacle valait le déplacement. Bravo ma grande. Je file au MC d'eau. À cet instant précis, à Bandol, je portais un toast. J'ai levé ma coupe de champagne millésimée. À la famille, ai-je dit. Tout le monde a levé son verre. Pas celle du sang. Celle du cœur. Celle qu'on choisit. Merci d'être là.
J'ai sorti mon téléphone. Il était temps de planter le dernier clou dans le cercueil. J'ai posté 3 photos sur Instagram et Facebook, en mode public. Photo 1, une vue panoramique de ma table de fête à Bandol, croulant sous les fruits de mer, avec Mémé Odette riant aux éclats au premier plan. Photo 2, la facture acquittée de 12 000 € du chef et des musiciens. Avec la mention, PAY accent aigu PAR Axel Bennett. Photo 3, une capture d'écran du mail de la liste des invités où je suis classé dans « Staff et logistique », juxtaposée avec la photo de la signature falsifiée sur le prêt bancaire. La légende ? Ce soir, ma famille voulait que je serve à boire à leurs invités dans une fête payée avec mon argent volé. J'ai préféré organiser ma propre fête, dans Emma Villa, avec les gens qui m'aiment pour qui je suis, pas pour mon chéquier. Joyeux Noël à tous les hypocrites. La banque Axel est définitivement fermée. J'ai appuyé sur « Publier ». L'impact a été immédiat. Les notifications ont explosé. Dans une petite ville comme la nôtre, tout se sait. En 10 minutes, tout Cassis savait que les Bennett étaient des escrocs ruinés. Je me suis sentie légère. D'une légèreté que je n'avais jamais connue. Comme si on m'avait enlevé un sac de pierre de 100 kilos du dos. Mais je savais que le lendemain matin, la bête blessée allait contre-attaquer. La soirée à Bandol s'est prolongée tard dans la nuit. Nous avons dansé, nous avons chanté. Mémé Odette, malgré ses 88 ans, a tenu jusqu'à 1 h du matin, racontant des anecdotes croustillantes sur son passé. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas l'actuaire ennuyeuse. J'étais Axel, l'hôtesse, la femme forte, la petite fille aimante. Je suis allée me coucher vers 3 h, bercée par le bruit des vagues. J'ai dormi d'un sommeil sans rêve, profond et réparateur. Le réveil a été brutal. Il était 9 h du matin le 25 décembre. Des coups violents résonnaient contre le grand portail en fer forgé de la villa. On aurait dit que quelqu'un essayait de le défoncer. J'ai enfilé un peignoir en soie et je suis allée à la fenêtre du premier étage. En bas, dans la rue, il y avait la voiture de mon père. Et ils étaient là. Tous les 3. Mon père, le visage violacé, tapait sur les barreaux. Ma mère, échevelée, hurlait mon nom. Clarisse, les yeux gonflés de rimel, jetait des cailloux vers la façade. « Ouvre, sale ingrate. Ouvre cette porte » hurlait mon père. « Tu as ruiné notre vie. Tu nous as humiliés devant tout le monde. Je vais te tuer. » Il m'avait trouvé grâce à la géolocalisation de mon post Instagram. Bandol n'est pas grand. J'ai regardé la scène avec un détachement clinique. Ils ressemblaient à des animaux enragés. Ils ne venaient pas s'excuser. Ils venaient exiger, punir, reprendre le contrôle. Je n'ai pas ouvert le portail. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone vidéo, qui avait un haut-parleur assez puissant pour qu'ils entendent depuis la rue. « Bonjour » ai-je dit calmement. « Joyeux Noël. »« Joyeux Noël » a crié Clarisse. « Tu as détruit ma réputation. Jean-Marc m'a quitté. Tout le monde se moque de nous sur Facebook. Tu vas retirer ce post tout de suite et nous faire un virement de 50 000 € pour préjudice moral, sinon on porte plainte. » Préjudice moral. L'audace de cette fille était sans limite. « Porteur plainte » ai-je demandé. Intéressant. En parlant de plainte, papa, tu as bien reçu mon cadeau de Noël ? Mon père s'est arrêté de secouer le portail. De quoi tu parles ? Je parle du prêt de 60 000 € à la Banque Populaire. Celui pour ta Jaguar. Celui avec ma signature imitée. Le silence qui a suivi a été total. Même les cigales, si elles avaient été là en hiver, se seraient tues. Je suis allé voir Monsieur Vallet, ai-je continué. J'ai le dossier. J'ai les preuves. Faux, usage de faux, usurpation d'identité. C'est 3 ans de prison et 45 000 € d'amende, papa. Sans compter les dommages et intérêts. Ma mère a porté la main à sa bouche. Elle savait. Elle avait toujours su. Axel, n'exagère pas, a tenté mon père, mais sa voix tremblait. C'était un arrangement familial, pour ton bien, pour mon bien ? Me ficher à la Banque de France pour ton plaisir ? Non. À cet instant, un autre véhicule est arrivé et s'est garé derrière celle de mon père.
Une voiture noire, sobre. Un homme en costume strict en est sorti. C'était Maître Durand, un huissier de justice que j'avais contacté la veille. Les frais d'urgence pour un jour férié étaient astronomiques, mais ça en valait la peine. Que fait cet homme ici? A demandé ma mère, paniquée. Il vient constater votre tentative d'intrusion et de harcèlement, ai-je répondu. Et il va aussi vous remettre une sommation de payer la totalité du prêt frauduleux sous 30 jours. Sinon, je dépose la plainte pénale que j'ai déjà rédigée. Mon père a reculé comme s'il avait reçu une gifle physique. Il a regardé l'huissier, puis il a regardé la villa imprenable, et enfin, il m'a regardé moi, là-haut sur mon balcon, intouchable. Il a compris qu'il avait perdu. Il a compris que la banquière muette venait de fermer le guichet et d'activer le système d'alarme. Allez-vous-en, ai-je ordonné. Et ne revenez jamais. Ils sont remontés dans leur voiture. Clarisse pleurait bruyamment. Ma mère était livide. Mon père avait vieilli de 10 ans en 10 minutes. Ils ont démarré et ont disparu au coin de la rue. L'huissier m'a fait un signe de tête respectueux. J'ai fermé la fenêtre. C'était fini. Les semaines qui ont suivi ont été chaotiques, mais d'un chaos que je contrôlais. La nouvelle de la fraude et de la débâcle du réveillon a fait le tour de la région. L'humiliation sociale a été totale pour mes parents. À Cassis, l'image est tout. Quand l'image se brise, il ne reste rien. Le maire ne les invite plus. Leurs amis ont soudainement été très occupés. Face à la menace de prison, mon père a dû vendre sa Jaguar de collection et une parcelle de terrain du jardin pour rembourser le prêt frauduleux par anticipation. Il n'a pas eu le choix. J'ai tenu ma promesse. Dès que la dette a été soldée, j'ai détruit la plainte pénale. Je ne voulais pas voir mon père derrière les barreaux, je voulais juste qu'il sorte de mon portefeuille et de ma vie. C'était ma dernière pitié. Clarisse a tenté de lancer une campagne de dénigrement contre moi sur les réseaux sociaux, me traitant de folle et de manipulatrice. Mais avec les preuves que j'avais publiées, cela s'est retourné contre elle. Elle a perdu ses partenariats avec les boutiques locales. Elle a dû fermer son showroom de décoration qui ne vendait rien. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle travaillait comme réceptionniste dans un camping à La Ciotat. Le travail honnête lui fera du bien. Quant à moi, je vis toujours à la Villa Les Agaves. J'ai vendu mon appartement à Marseille. Je fais le trajet tous les jours, mais rentrer le soir face à la mer n'a pas de prix. Mémé Odette vient passer tous ses week-ends avec moi. On boit du vin, du vrai, que j'achète moi-même, on rit, on vit. J'ai gardé contact avec les 40 invités de mon réveillon. Nous avons créé une sorte de nouvelle famille, disparate, joyeuse et solidaire. J'ai même commencé à sortir avec le chef qui a cuisiné pour nous ce soir-là. Il s'appelle Laurent. Il ne me demande pas d'argent. Il me demande juste si j'ai passé une bonne journée. C'est étrange et merveilleux. J'ai appris une leçon brutale mais nécessaire, on ne choisit pas sa famille biologique, mais on a le droit de divorcer d'elle. Le lien du sang n'est pas une chaîne d'esclavage. L'amour ne se monnaie pas, ne se facture pas, ne s'extorque pas. Si vous êtes dans une situation similaire, si vous êtes la vache à lait, le bouc émissaire, l'enfant invisible de votre famille, écoutez-moi bien, vous n'êtes pas obligé de rester. Vous n'êtes pas obligé de payer. Vous n'êtes pas obligé de subir. La peur de les perdre est grande, je le sais. Mais croyez-moi, la paix que vous gagnerez en les perdant est infiniment plus précieuse. J'ai perdu des parents toxiques, mais je me suis trouvé moi-même. Et ça vaut tous les millions du monde. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'était difficile de revivre tout ça, mais si mon témoignage peut aider ne serait-ce qu'une personne à ouvrir les yeux, alors ça en valait la peine. Avant de partir, j'ai une dernière faveur à vous demander. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti ma colère, ma peur, puis ma libération, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela aide énormément à faire connaître ces réalités souvent cachées derrière les portes des belles maisons. Et surtout, je veux vous lire. Avez-vous déjà vécu une trahison familiale? Avez-vous déjà dû couper les ponts pour vous sauver? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Je lis tout, et je réponds souvent. Nous sommes une communauté, et ensemble, nous sommes plus forts face aux manipulateurs.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines histoires. Prenez soin de vous, et rappelez-vous, votre valeur ne se mesure pas à ce que vous donnez aux autres, mais à l'amour que vous vous portez à vous-même. À très bientôt.